All for Content 2025, toujours en direct du New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Théo, nous sommes là encore pour un long moment, avec toujours cet agréable studio dans lequel nous recevons de nombreux invités. Mathias Blondin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Sémiologique. Absolument. Sémiologique, transformez votre audience en communauté. Alors, vous nous expliquez, une entreprise spécialisée dans les solutions numériques qui permettent d'engager et de connecter votre audience par le biais d'une expérience sociale en temps réel. C'est ça. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît ? Bien sûr. Donc, Sémiologique, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant depuis 2013. Donc, on a une certaine expérience et un certain vécu. On produit, on crée, on est un éditeur de logiciels à destination au départ des blogs puis des médias. L'idée, c'est de leur fournir en fait des outils clés en main qui peuvent donner en fait à leur audience pour pouvoir discuter, s'exprimer. Donc c'est souvent en lien avec les contenus. Donc tout simplement, c'est la brique de commentaires que vous pouvez voir à la suite des articles quand vous lisez des articles de presse en ligne. Et donc au départ c'était des simples systèmes de posts, de commentaires. Puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est devenu de l'interaction sociale. C'est-à-dire qu'on vote, on fait remonter, on valorise, on met en avant. Il y a plein de mécanismes finalement de communauté qui se créent. C'est pas simplement je parle de l'article, c'est souvent aussi des interactions entre les commentateurs. C'est pour ça qu'on parle communauté. Donc on transforme une audience qui est passive en une communauté active. Alors ça veut dire clairement qu'un article qui paraît sur un grand quotidien, oui. Il est disponible sur le site. Généralement, il est repris par le même quotidien sur les réseaux sociaux. Absolument. Et ensuite, il y a d'autres commentaires qui apparaissent sur les réseaux sociaux qui sont indépendants des commentaires que l'on lit sur le site du journal. Voilà, vous avez, on va dire, les réseaux sociaux ont pris une bonne part de ces interactions, puisque les contenus sont relayés, mais en fait c'est pas. Il y a les communautés finalement dans votre Facebook, ça va être vos amis, c'est dans votre cercle quelque part, ou si vous postez sur la page évidemment de l'éditeur, à ce moment-là, ça va effectivement être pour tous ceux qui sont abonnés à cette page. Donc c'est aussi la communauté des lecteurs. Mais sur Internet, c'est un peu encore plus grand, plus ouvert, puisque c'est toute personne qui va charger cette page qui pourra le lire. Donc, et alors vous, votre rôle, c'est quoi exactement dans nous, ce c'est process? de créer donc de l'engagement, de faire de la récurrence d'usage, de faire que pour le producteur de contenu, finalement, les gens ils aient une raison de créer un compte, de se connecter, et ça va leur permettre derrière d'aller essayer de mener des actions pour proposer de l'abonnement. Voilà, c'est fondamental, ça crée le lien entre l'audience et finalement le producteur, le média. Voilà. Les médias, justement, est-ce qu'ils sont dans cette optique de se dire que commenter un article, c'est possiblement une porte d'entrée vers un abonnement derrière ? Est-ce qu'il y a une forme de stratégie un peu universelle ? Est-ce que chaque média voit un espace commentaire avec des opportunités différentes ? Oui, tout à fait. On peut aller... l'emplacement est stratégique, c'est-à-dire la visibilité du bloc de discussion est fondamentale. Plus il est visible, plus il est mis proche finalement du contenu, et plus ça va augmenter le nombre de créations de comptes, jusqu'à, on va dire, d'un facteur de 1 à 10. Donc si vous mettez la brique 10 étant le plus engageant, 1 étant le plus insignifiant. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que vous allez faire par exemple 50 comptes ouverts par jour, si vous mettez juste après l'article, et puis vous faites que 5 comptes par jour si vous le mettez tout en bas après les pubs. Voilà. Donc ça, on voit bien que le fait d'être visible quand vous dites quelque chose, c'est quelque chose qui tient à cœur aux commentateurs. Voilà, aux gens qui ont envie de prendre le temps d'écrire quelque chose. Ils ont envie d'être lus, évidemment. Oui, pour optimiser la lecture des articles, il faut effectivement bien positionner cet espace pour les internautes. Tout à fait. Vous, en revanche, vous intervenez en qualité de modérateur là-dessus ou pas du tout ? Alors c'est un des aspects de notre métier, effectivement, c'est que qui dit expression, liberté d'expression, dit aussi cadre de la loi. On peut pas tout dire, tout faire. Donc à partir de là, il y a plein de possibilités de réglage. Donc nous, on a un back-office client très poussé qui permet à nos clients, à nos médias, de faire les réglages qu'ils veulent. Donc vous avez la pré-modération. Dans ce cas-là, rien n'est publié avant validation. Ça peut être validé par des humains, ça peut être validé par une IA. Et après, vous avez post-modération. Donc tout est publié. Et puis c'est
après coup, s'il y a un signalement, vous avez un système de signalement qui est obligatoire, hein, avec les lois sur tout ce qui est RGPD, DSA, fait que donc vous avez une obligation de pouvoir signaler un contenu qui respecterait pas la loi française. Et là, vous avez le média a quelques heures pour rapidement retirer s'il y avait un problème. Mais le contenu a déjà été publié, affiché et vu. Voilà, en général. Mais néanmoins, il peut être retiré assez rapidement après un signalement. C'est un peu le mécanisme. Voilà, donc la modération, il y a beaucoup de configurations possibles et nous, on répond à tous ces besoins. Sur ce point, pardon Alain, j'y vais ? Je t'en prie. Et sur ce point, l'intelligence artificielle, quelle possibilité et quel cadre elle peut donner à cette modération ? On en parlait en préparant cet entretien, mais il y a une notion de contexte qui s'apparente beaucoup à un point de vue humain, être capable de relier un événement A à un événement B. Est-ce que l'intelligence artificielle, elle va être dans la mesure d'arriver à dire ce que la personne commente là, c'est peut-être d'apparence enfantin ou anodin, mais en réalité, ça s'inscrit dans un contexte qui nécessiterait d'être modéré. Tout à fait. L'esprit humain étant très facétieux, c'est vrai que les IA ont une capacité, les nouvelles IA LLM ont une capacité assez incroyable de comprendre les messages, mais si on leur fournit pas l'ensemble du contexte, elles peuvent être très vite mises à mal. Donc la plupart des solutions du marché se contentent d'analyser finalement le commentaire en tant que tel, à part. De façon brute. Voilà, de façon brute. Et ça permet à plein de petits malins de contourner. Donc je vous donne un exemple très simple. Si vous écrivez je parie que c'est encore un Suédois, si l'IA lit ces commentaires, elle va dire OK, puisqu'elle voit rien d'agressif, elle voit rien, elle comprend pas qu'il s'agit en fait du second degré. Et en fait, bien sûr, c'est une référence raciste parce que le commentaire a été posté suite à un article d'une personne peut-être issue d'un groupe ethnique. Et à partir de là, c'est pour faire... donc voilà, c'est un commentaire raciste, évident. Si vous lui expliquez pas tout le contexte, l'IA ne peut pas savoir. Par contre, si vous lui donnez le contexte, elle est ultra performante. Donc le contexte, c'est à la fois comprendre sur quel support, sur quel article ça fait référence, mais aussi lui fournir éventuellement les commentaires parents. D'où l'intérêt de l'alimenter en permanence. Voilà. Il faut la nourrir. Absolument. C'est quelque chose d'adaptable par média, ça, l'idée de prévenir par exemple un média de sport sur des potentielles accusations sexistes, d'un média politique sur des potentielles accusations de camp politique, ou c'est quelque chose de plus général à l'inverse ? Alors il faut effectivement, il y a aussi un autre aspect qu'on traite sur notre plateforme Graph Debate, qui est une plateforme de communauté, donc on va dire l'équivalent de forum nouvelle génération. C'est de fournir aussi la possibilité à l'éditeur de préciser concrètement le contexte de son média, c'est-à-dire sa ligne un petit peu directrice. Donc il va pouvoir dire nous sommes un média de ce type, de type local, de type national, on est spécialisé dans tel sujet et on a par exemple une culture de la satire. Et on accepte cela avec plaisir. Si il explique ça, alors l'IA va en tenir compte. Par contre, si elle dit notre ligne c'est d'être strict et de ne pas tolérer le moindre dérapage parce que on est partisan tata. Oui, on se veut objectif, factuel. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est hyper important parce que l'IA, elle ne peut pas, de manière absolue. Sinon, vous êtes dans déjà de base, elle est dans une norme, on va dire plutôt anglo-saxonne, morale, et que déjà il y a un décalage. Si vous n'utilisez pas une IA un peu française, vous risquez d'avoir des surprises puisque c'est culturel, la modération. Donc ça, c'est important de pouvoir quelque part, vous voyez, la customiser. Mathias Blandin, sur ce salon, vous avez une innovation particulière que vous présentez à vos justement, à c'est vos le lancement donc, de cette absolument, c'est le lancement de cette IA contextualisée qui permet à tous nos produits finalement d'avoir déjà un système tout intégré. Donc les médias, ils ont plus besoin de s'en occuper, de se stresser. Ils mettent notre brique de commentaires Graph Comments ou ils mettent notre brique de forum Graph Debate et après tout roule, c'est intégré. Ils peuvent aussi externaliser, c'est-à-dire que l'IA à un moment donné, elle peut avoir un score de doute et à ce moment-là, elle peut envoyer à une société externalisée avec qui elle travaille. Donc qui va répondre à ce doute et le gérer. Ça. Voilà, exactement, parce qu'il y a toujours, si on veut être vraiment fin, il vaut mieux travailler de cette manière si on veut faire de la qualité. Je vais vous demander pour clôturer notre échange de qualifier en un mot le salon All for Content 2025. Alors j'utiliserai le mot tendance.